Moteur. Caméra tourne. Ça tourne au son. Annonce. Séquence sonore plus 93. Action. Ça tourne au son. Ça tourne au son. Un podcast de Cinéma 93 et des Engraineurs. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Ah oui, j'ai fait la boulette. On a repoussé les limites, là. Accourez vite. A pas l'air commode. Bonjour, bonsoir, bienvenue dans votre émission préférée Ça tourne au son, le podcast proposé par les assos Cinéma 93 et les Engraineurs. Une émission consacrée au cinéma sous toutes ses formes et animée par nous, les jeunes ambassadeurs et ambassadrices du 93. Moi c'est Valentin, jeune ambassadeur du cinéma Le Méliès à Montreuil. Et je suis accompagné aujourd'hui par quelques chroniqueurs, tous les deux jeunes ambassadeurs et ambassadrices. Honneur aux dames, qui es-tu et que représentes-tu ? Alors, je m'appelle Johanna, j'ai 18 ans et je suis jeune ambassadrice du théâtre et cinéma Jacques Prévert à Aulnay-sous-Bois. Bien, c'est clair et concis. Et toi ? Salut tout le monde, c'est Valentin de tous les autres podcasts précédents. Moi, je suis ambassadeur du cinéma Le Bijou à Noisy-le-Grand. Voilà, donc vous pouvez faire toutes les blagues. Valentin, ça va être une sitcom, ça va être génial. Ce nouvel épisode va se consacrer aujourd'hui à un festival très à part dans le cinéma, et plus particulièrement en 93. C'est le festival du film franco-arabe de Noisy-le-Sec qui va se tenir du 7 au 16 novembre prochain au cinéma Le Trianon à Romainville. Et juste avant de parler de ça, on va prendre le temps d'aborder l'actu des Engraineurs avec notre comparse Melvin. Comment vas-tu ? Bonjour à toutes et à tous, merci Valentin pour le petit lancement. Moi c'est Melvin, je suis coordinateur au sein de l'association Les Engraineurs. Entre nostalgie pour certains et totale découverte pour d'autres, j'étais avec 7 jeunes de l'association apprécier Retour vers le futur, premier du nom au Grand Rex, d'une manière un peu spéciale car nous avons eu le droit à un ciné-concert. En effet, à l'occasion des 40 ans du légendaire film de Robert Zemeckis, le Grand Rex n'a pas fait les choses à moitié. Entre la DeLorean présente devant le Grand Rex et l'intervention en avant-séance de Kevin Pike, directeur des effets spéciaux du film, nous avons été régalés de belles surprises. Avec la présence d'un orchestre de 80 musiciens, dirigé par le chef d'orchestre Nicolas Simon, nous avons été plongés dans une ambiance fantastique. Entre rire et suspense, il y avait une émulsion incroyable dans la salle. Du coup, on va faire un petit retour sur ça. Donc Razan, je te laisse la parole. Du coup, moi, bonjour, c'est Razan et j'ai pu assister aussi au ciné-concert de Back to the Future. Alors, moi, du coup, c'est la première fois que je regardais le film. Je voulais déjà regarder de base, mais j'ai pas eu l'occasion. Et de le voir en première fois en ciné-concert, ça l'a rendu encore plus vivant, meilleur. On est vraiment plus immergé dans le film, on vit vraiment le film, on se sent comme dans les personnages, comme si on était encore en 1985, et du coup 30 ans avant. Les fans qui étaient autour et ils ont rendu les scènes encore plus vivantes, les applaudissements, les rires, les cris des fans, c'était incroyable. On sentait vraiment les émotions de chaque personne qui était entourée de nous, que ce soit l'orchestre ou même les personnes qui présentaient le film et du coup les spectateurs. Le petit moment que j'ai le plus aimé, c'était au moment du bal, quand ils ont allumé la petite boulette à facettes. Ça, c'était incroyable. On sentait vraiment qu'on était vraiment immergés dans la scène et les émotions aussi qui montaient, les moments de stress. On ne savait pas si ça allait vraiment marcher ou pas pour la voiture qui est rentrée, etc. C'était incroyable et je vous conseille vraiment de n'importe quel film de regarder, d'assister justement à un ciné-concert. Ça rend le film beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vivant. Donc je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion d'assister à un ciné-concert autour de la table, mais moi j'avais un peu d'appréhension quant au fait de pouvoir vraiment rester concentré sur le film. Et bien en fait j'ai été assez surpris de voir que dès que l'orchestre ne jouait pas, il s'effaçait assez facilement de la scène et du film, alors qu'ils sont quand même hyper nombreux. Et en fait on n'est pas dans un jeu de je regarde le film, je regarde l'orchestre, je regarde le film, je regarde l'orchestre. On est quand même assez immergé dans le film. Et puis en plus on était dans une super belle salle. J'ai été accompagné de Feriel Guy, scénariste professionnel qui va par la suite écrire avec les jeunes un film en comédie musicale qu'on est en train de préparer dans le quartier des Courtilières. Et elle est avec nous aujourd'hui, elle va pouvoir en parler un petit peu. Et ce que je voulais dire, c'est que nous, on était très contents aussi de pouvoir emmener les jeunes découvrir cette expérience-là au Grand Rex et un ciné-concert dans ces conditions-là. C'est un bel événement, c'est un grand événement. Et ça leur a fait plaisir, et à moi aussi d'ailleurs,
de pouvoir sortir un peu du quartier et surtout de découvrir à travers notre passion commune, le cinéma, des monuments de Paris, rencontrer des gens, parler avec des gens et surtout sortir de leur zone de confort en fait, parce que là ils n'étaient pas au quartier, ils étaient vraiment dans Paris, dans un grand événement. Du coup c'était hyper sympa. Voilà, donc là je laisse la parole à Feriel. Bonjour tout le monde, merci pour cette introduction Melvin. Du coup, ce qui est super d'avoir pu assister au ciné-concert, c'est que j'ai pu rencontrer quelques-uns des jeunes qui vont faire partie du projet de comédie musicale, donc qui s'appelle Rhapsody. C'est un beau projet qui est porté depuis... ça fait un petit moment, j'ai l'impression que vous avez envie que ce projet aboutisse. Donc moi, je suis déjà ravie de pouvoir en faire partie. Et ce qui est chouette, c'est qu'on va tourner ça en fait dans le quartier des Courtilières. Donc le but, c'est de donner vraiment un rôle central au territoire, en fait, au quartier et aux personnes qui habitent ce quartier-là. Et d'écrire en fait une histoire un peu qui change un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir comme représentation des quartiers et de le faire avec le format de comédie musicale qui n'est pas forcément quelque chose qu'on associe à des quartiers plus populaires. Donc j'ai super hâte de faire ça. Et ça fait un petit moment maintenant qu'on fait des projets ensemble avec les Engraineurs et je suis vraiment contente de pouvoir développer ça et de pouvoir participer à des projets de tout type en fait qui prennent plein de formes différentes. Donc voilà, vraiment bravo à vous pour toutes ces belles initiatives et j'ai super hâte de voir ce que ça va donner. Et vraiment le ciné-concert, c'est une super introduction pour ça parce que même si c'est pas considéré comme une comédie musicale Retour vers le futur, il y a beaucoup de moments musicaux du film qui l'ont rendu culte, notamment ce que disait Razan sur le moment du bal de promo avec la chanson Johnny B. Good, tout ça. Enfin, c'était vraiment super. Donc voilà, je suis ravie de faire partie du projet. Et puis rendez-vous bientôt pour voir le résultat final. Merci à vous trois pour cette intervention et ça me fait penser à cette phrase qui est la célèbre accroche d'Independence Day. Le lieu le plus sûr, c'est le cinéma le plus proche de chez vous. Donc pour revenir à l'occasion de notre festival du film franco-arabe, alors le petit sommaire de l'épisode que vous allez écouter, on va vous faire écouter la programmatrice du FFA, Mathilde Rouxel, ainsi que le duo de réalisatrices actrices Eridje Seri et Assay Maïga pour le film Promis le ciel, qui a été diffusé en avant-première au Trianon pour la soirée de lancement du FFFA. Oui, c'est plus facile, les sigles. Et si j'essayais de vous présenter les choses dans l'ordre? Avec la Tunisie mise à l'honneur cette année, et connaissant votre engagement pour le cinéma qui ouvre le débat, quelle est selon vous la thématique ou le regard singulier propre à la nouvelle vague du cinéma de cinéastes tunisiens qui résonne le plus avec le contexte sociopolitique actuel et que vous avez cherché à mettre en évidence dans cette édition du festival? Alors c'est une très bonne question et c'est très pertinent justement spécifiquement sur ce focus-là parce qu'en fait on avait besoin aussi de s'adresser évidemment aux habitants de Noisy, de la région, etc. J'avais focalisé un petit peu les deux éditions précédentes sur plutôt les pays du Moyen-Orient plutôt que ceux d'Afrique du Nord. Et là, je me disais c'était important quand même de mettre aussi l'Afrique du Nord à l'honneur. Et la Tunisie s'est imposée déjà parce que c'est vraiment un pays de tradition de cinéma. Ils ont vraiment fait du cinéma. Les cinéastes amateurs étaient très impliqués dès le début de l'industrie, après la décolonisation, etc. Et il y a eu aussi tout un cinéma de la diaspora. Donc dans la relation franco-arabe, c'est très important aussi de noter tous ces cinéastes tunisiens qui ont tourné en France. Et en plus, là, effectivement, ils produisent de plus en plus de films. Enfin, il y a plein de fictions. Je suis assez contente de pouvoir les montrer là. Mais surtout, ce qui m'intéressait par rapport justement à la question sociopolitique et au-delà de ça, même géopolitique, je pense, c'est que la Tunisie, c'est un pays où ils ont eu leur révolution en 2011. On ne peut pas dire que ça ait vraiment donné quelque chose de bien pour le peuple. Enfin, là, aujourd'hui, la situation est vraiment désastreuse économiquement, politiquement. C'est un pays qui devient très autoritaire et c'est difficile pour les jeunes de se projeter, etc. Donc, on est toujours dans les mêmes réflexions de migration et qui sont très interrogées dans le cadre du festival. Mais en plus de ça, ils se sont mobilisés énormément sur la question palestinienne, après le 7 octobre et après, surtout le début de la guerre à Gaza, à partir du 8 octobre et le génocide qui en a suivi. Et ils se sont mobilisés politiquement dans leur pays, mais aussi contre tous ceux qui finançaient. Et leur mobilisation assez extraordinaire, je pense que c'est aussi pour ça, en fait, ils savent être en solidarité avec les autres peuples et que du coup, leur capacité à faire révolution d'une certaine façon, c'était un petit peu ce que j'avais envie de développer dans le festival, au-delà de la Tunisie. Enfin, je trouve que c'était une bonne porte d'entrée, en fait, pour raconter plein de choses qui m'intéressaient.
Et pour un spectateur qui découvre le cinéma arabe au sens large et tunisien, le festival du film franco-arabe offre une porte d'entrée unique. Si l'on devait résumer ce qui fait l'identité et la force du cinéma tunisien aujourd'hui, par exemple, un thème récurrent, une audace formelle ou une énergie particulière, quel serait-il et pourquoi ? C'est une très bonne question et en plus vraiment la Tunisie a une tradition de cinéma social par exemple où ils ont fait beaucoup de films sur des questions comme les questions politiques pouvaient pas être abordées sous la dictature, ça passait par le biais de par exemple c'est des films qui dénonçaient les violences faites aux femmes ou l'oppression des femmes notamment ou des questions de classe sociale et d'abus de pouvoir aussi, enfin ça a été très présent dans le cinéma tunisien pendant très longtemps. Et on est un peu sorti de ça et je pense que c'est un peu une bonne chose aussi. On a évidemment des thématiques notamment de la migration, enfin du désir des jeunes de partir parce qu'en fait c'est vrai, enfin c'est un peu le cas partout de toute façon, mais là c'est vraiment toute opportunité est bonne à prendre pour pouvoir partir en Europe, etc. Donc ça on a quand même des films qui racontent ça, mais on a des films aussi qui adoptent qui sont plus du tout dans le drame social et dans le réalisme un peu brut, mais qui ont des recours un peu au fantastique ou à l'onirique, au rêve. Et ça, on le retrouve notamment avec le dernier film de Alaïdine Slim, Agora. Alaïdine Slim, c'est un cinéaste qu'on connaît plutôt un peu en France parce qu'il a sorti des films en salle ces 10 dernières années. Celui-là, il sort pas en salle parce qu'il est un peu plus complexe, il est très ancré dans la société tunisienne et en même temps, il a toujours ce rapport très onirique, un peu à la limite du polar, le cinéma de genre qui vraiment s'impose de plus en plus et qui ouvre en fait plein de portes vers plein d'imaginaires qui sont un peu vraiment complètement nouveaux dans le cinéma tunisien, mais même dans le cinéma de toute la région, il me semble. Alors le département de la Seine-Saint-Denis, c'est un lieu où l'héritage franco-arabe est une réalité démographique et culturelle assez forte. Au-delà de l'importance de projeter ces films pour ce public, quelle est votre stratégie, notamment à travers des initiatives de médiation culturelle ou des partenariats locaux spécifiques au 93 ? Toutes ces questions de médiation culturelle, elles sont essentielles dans des événements comme le festival ou comme n'importe quel en fait, événement culturel qui en plus s'inscrit vraiment dans un territoire. Je trouve que la force du festival du film franco-arabe de Noisy-le-Sec, c'est que c'est pas vraiment un festival, c'est plutôt des rencontres cinématographiques. C'est un espace où justement on a la possibilité d'inviter des cinéastes pour qu'ils rencontrent leur public et que le cœur de cible du public visé, c'est vraiment les gens du coin, quoi. Et en fait, mon travail à moi est pas vraiment dans la médiation, malheureusement. Enfin, il y a aussi malheureusement, il y a quand même des formes d'une manière ou d'une autre d'accès au public, mais par contre effectivement l'équipe de Noisy-le-Sec travaille activement à essayer de diffuser l'information, de travailler aussi avec des groupes scolaires, de travailler le cinéma Le Trianon aussi travaille beaucoup avec des groupes scolaires et donc permet aussi au festival de rayonner à cet endroit-là. Et surtout, ce que je trouve assez formidable et que vraiment je trouve très agréable, c'est que finalement le festival est une proposition qui existe depuis maintenant 14 ans et ce sont les associations du 93 qui viennent s'adresser au festival pour proposer des collaborations. Le Cinéma 93 propose justement cette collaboration avec les jeunes ambassadeurs et je trouve que c'est vraiment hyper fructueux. Étonnant Cinéma aussi vient tout au long du festival et enrichir le festival de contenu, d'approche et en fait même juste de regard et de dialogue. Et ça pour moi je trouve ça vraiment génial et il propose des programmations associées au festival un peu partout hors les murs. Mais moi, strictement, je travaille en fait, avec d'autres structures. Je travaille avec les cinémas d'Est Ensemble, je travaille avec les établissements culturels de Noisy-le-Sec, mais j'ai pas accès directement à ces publics-là. Et je sais que ce travail, il est fait, il est gigantesque. Et surtout, on constate que le dialogue, il est simple, parce qu'effectivement, je pense que les films qui sont proposés dans le cadre du festival parlent à une grande partie, finalement, de la population noiséenne et au-delà de tout le 93, quoi. C'était l'interview de Mathilde Rouxel. Alors, pour rappel, c'est la programmatrice de cette année, la 14e édition du Festival du film franco-arabe. Donc, comme vous l'avez écouté, elle fait un focus sur le cinéma tunisien d'hier et d'aujourd'hui. Donc, on a Valentin qui est au micro qui l'a interviewé. Valentin, est-ce que tu as d'autres choses en complément à rajouter sur cette interview ? J'ai pas grand chose à rajouter en plus sur l'interview en vrai parce que l'interview était déjà tellement passionnante que je ne peux que vous inviter à aller l'écouter quand elle sortira en version complète sur la page de notre podcast encore. Et préciser aussi que cette interview a été réalisée avec Kristen
Merci pour ton information. Pour plus d'informations, c'est le 7 novembre prochain pour, on va dire, le director's cut de cette interview. On va passer à la seconde interview. Cette fois-ci, c'est avec la franco-tunisienne Eridje Serine, réalisatrice, accompagnée de son actrice Aïssa Maïga. Johanna, est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors, j'ai pu interviewer Eridje Serine et Aïssa Maïga avec ma collègue Nathalie vendredi dernier, 24 octobre. C'était une interview pré-film, donc moi je n'avais pas encore vu le film Promis le ciel. On leur a un peu posé des questions génériques et c'était pas vraiment détaillé parce que du coup on connaissait pas encore le film, mais c'est une interview qui était, ça s'est vraiment bien passé, il y avait une bonne ambiance, on a rigolé, donc voilà. Justement, vous parlez de l'invisibilisation des migrants. Et aussi, on peut parler de l'invisibilisation des femmes noires dans le cinéma en général. Je voulais vous demander, à vous, Aïssa, qu'est-ce que cela représente pour vous de contribuer à un film dans lequel on retrouve 3 femmes avec des trajectoires diverses et qu'elles soient au cœur de l'intrigue et pas seulement des personnages secondaires? Alors, l'invisibilisation des migrants, bon, elle est beaucoup plus cruciale, cruelle, que l'invisibilisation des femmes noires au cinéma, parce qu'il est question de vie ou de mort. Si je ne tourne pas dans un film demain, je ne vais pas mourir a priori. La question migratoire, elle nous met vraiment face à des questions qui sont immenses, qui sont la liberté de circuler. Cette question, elle est liée à l'égalité, à la question de l'égalité entre les humains. Est-ce qu'on vaut tous la même chose? Est-ce qu'on a le droit d'aller d'un point à un autre en fonction de la couleur de notre peau? Vraisemblablement non. Il y a aussi, en dehors de la question de la vie ou de la mort, la question tout simplement de la dignité humaine. Moi, j'ai été très marquée, comme beaucoup de gens, par les images qu'on a découvertes du traitement des migrants en Libye, les véritables tortures qui sont... Enfin, c'est insoutenable. Et pour autant, même si c'est des questions qui sont très éloignées, elles ont un lien. Elles sont... la question du respect du corps des femmes, en général, mais du corps des femmes racisées, en particulier. Elle est omniprésente au cinéma, et ce qu'on raconte sur les écrans a forcément un impact sur les imaginaires. Donc oui, je fais le lien, tout en gardant à l'esprit que je reste une privilégiée, je suis une actrice. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc jouer dans un film comme ça, pour moi, c'est très important parce que l'histoire, elle est racontée du point de vue des personnages. Elle n'est pas racontée du point de vue de quelqu'un qui aurait une mentalité de sauveur et qui aurait envie de regarder ces gens avec commisération, avec pitié. Il n'y a aucune pitié dans le regard d'Eridje. C'est un regard qui est vraiment, comment dire, qui est construit. Elle a fait une enquête très longue de 2 ans avant de faire ce film et elle m'a fait l'amitié pendant le tournage de partager avec moi toutes ces interrogations. Et c'est des interrogations qui sont d'une très grande rigueur morale et intellectuelle. Et donc ça donne un film qui échappe à certains écueils du misérabilisme notamment. Donc pour moi c'est une fierté et c'est une chance aussi de pouvoir incarner un personnage fort comme ça qui peut un petit peu faire bouger les mentalités. C'est une des raisons profondes pour lesquelles je fais ce métier. Pardon pour cette réponse. Non mais attends, mais moi je peux pas mieux répondre que ça, parce qu'à chaque fois, à chaque interview qu'on fait, à chaque fois je suis pas surprise parce que je l'ai déjà entendu, mais je suis toujours émue d'entendre à quel point ces mots sont justes et forts et inspirants et qui donnent du sens à ce film, à toute cette démarche en fait. Et donc Eridje, votre film est né aussi grâce à énormément de rencontres, que ce soit avec Déborah Nané et aussi le personnage que vous interprétez, Aïssa. Comment la présence de ces 2 femmes vous a aidé au-delà de leur implication dans le film sur votre vision de la situation des personnes qui ont connu la migration? C'est vrai que moi, j'ai vécu aussi en France, mais aussi en Tunisie. Et j'ai réalisé un documentaire en 2016 sur les étudiantes, notamment les étudiantes particulièrement, mais les étudiants et les étudiantes de Côte d'Ivoire qui venaient faire leurs études en Tunisie.
Et je trouve que c'est tous des histoires qu'on entend très peu, en fait. On n'a vraiment pas trop accès à ces histoires-là. Et ça a commencé comme ça. Et ça m'avait intéressée parce que ces jeunes étudiantes m'avaient raconté que leurs parents avaient étudié en Tunisie et que leur expérience était tout autre par rapport à ce qu'elles étaient en train de vivre aujourd'hui. Parce qu'avec la tension qu'il y a sur la question migratoire et l'amalgame qu'il peut y avoir entre les étudiants et les migrants, de par la couleur de peau, faisait que leur expérience actuelle était vraiment beaucoup plus violente, carrément totalement différente. Et qu'il y avait même un fossé entre ce que les parents leur avaient raconté sur leur expérience et elles. Et moi, ça m'avait fascinée parce que j'ai inscrit ça dans aussi des situations politiques qui changent complètement la vie et l'expérience des gens. Dans un espace de 10 ans, 15 ans, il y a un changement total de mentalité, de la manière dont on accueille aussi les étudiants. Et aussi parce que ça m'avait intéressé d'inscrire ça dans un contexte de la Tunisie d'aujourd'hui. Ça, c'était pour le personnage de Jolie, notamment, qui m'a inspiré le rôle de Jolie. Et puis après, il y a eu ma rencontre avec Déborah Nané, qui, elle, s'inscrit plutôt dans les parcours migratoires de femmes, dont on parle très peu, parce que souvent les histoires sont racontées par le prisme des migrants hommes, alors que de plus en plus de femmes quittent leur pays, laissent leurs enfants pour aller travailler. Et puis, ce qui était très étonnant chez Nané dans la vraie vie, c'est que quand je l'ai rencontrée, je lui ai dit « J'aimerais tellement voir où tu vis, comment tu vis, justement, pour essayer de déconstruire des choses, des idées qu'on avait. » Et je lui ai dit « Je peux voir ton armoire, je suis trop curieuse de voir ce que tu as comme affaires chez toi. » Et elle a ouvert son armoire, et dans son armoire, il y avait une bouée, genre un gilet de sauvetage, une bouée, et il y avait une robe à paillettes roses. Genre dans la même armoire. Et pour moi, ça a été marquant. J'ai jamais oublié ça. Et d'ailleurs, c'est dans le film d'une certaine manière. Voilà. Je me suis dit, voilà, quand tu les connais, tu apprends des choses qui sont tellement loin de ce que tu avais imaginé. J'aurais jamais pu écrire ça. Qu'à la fois, elle était dans vivre au temps présent et vivre sa vie, quoi, être libre, mais toujours avec aussi cette idée de la bouée de sauvetage. Et c'était tellement symbolique. Et voilà, il y a eu... Donc, c'est vraiment plusieurs rencontres. Et puis, il y a eu ma rencontre avec une ancienne journaliste qui est devenue pasteur, qui m'a inspiré le rôle de Marie, jouée par Aïssa. Et pareil, elle vient aussi balayer des clichés, des stéréotypes sur la migration, en fait, qui est divers, sur des femmes entreprenantes, éduquées, intelligentes. Voilà, c'est juste la vie qui nous donne à voir autre chose. Et c'est là, devant nous, en fait. C'est juste que c'est pas raconté. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter sur le film en particulier? Est-ce que tu as un avis là-dessus? Alors pour le film, pour vous raconter un petit peu, Promet le ciel, c'est un film qui parle de l'actualité qui se passe en ce moment en Tunisie. Il y a eu, je vais dire, en fait, là-bas, il y a les subsahariens et du coup les Tunisiens locaux qui sont un peu séparés, dans le sens où maintenant... l'actualité, c'est que, par exemple, une personne subsaharienne va se balader dans la rue et la police va un peu se comporter comme elle veut et avant de lui demander ses papiers, peut l'emporter. Et ça, c'est une scène qu'on va voir du coup dans le film Promet le ciel. Et moi, ce qui m'a vraiment touchée dans ce film, c'est la manière dont c'est raconté. Et quelque chose que je peux mentionner dans l'interview, c'est que la réalisatrice, Erich Seheri, a dit que son but dans le film, c'était pas de montrer en fait la Tunisie, parce que c'est les situations qu'elle montre, elles se passent un peu, elles peuvent se passer dans plusieurs pays, et donc son but c'était de pas montrer le paysage du coup de Tunis, c'est là où le tournage a lieu, parce que plusieurs pays peuvent se reconnaître dans ces situations, et la manière dont tout ça s'est montré, c'est vraiment cru, et c'est ça qui m'a vraiment touchée, et c'était le but central du film. Une question qu'on a pu poser à Aïssa Maïga, moi ma question c'était, je voulais vraiment savoir comment elle avait fait pour se préparer pour ce rôle, parce qu'en fait on suit l'histoire d'une pasteur dans la trentaine, quarantaine, qui donc elle prêche, mais il me semble qu'en fait elles ont pas de papier qui reconnaissent, et à ce moment-là, dans l'actualité, c'est que les églises, elles sont un peu suspectées par l'État,
Et donc, on essaie de fouiller pour voir si elles ont des papiers qui prouvent qu'elles peuvent prêcher. Et celles qui n'ont pas de papiers, elles le font un peu dans l'illégalité. Et donc, c'est là que l'intrigue, elle commence un peu. Il y a aussi une affaire qu'il y a une enfant, ivoirienne qui a perdu sa famille. Et donc, c'est Marie, donc la pasteur, le rôle de Aïssa Maïga, qui la garde chez elle avec ses amis. Et donc, il y aura toute une histoire à propos de cette situation. Et donc, je voulais savoir comment elle avait fait pour se préparer mentalement, parce que c'était des scènes intenses qu'on voit dans le film. Et elle a dit que la préparation, elle était rapide, car elle arrivait juste un peu avant le début du tournage. Donc, voilà. Donc, c'est un film que vraiment je vous recommande à aller voir. C'est très cru et intense, mais je pense que c'est vraiment important comme sujet à mentionner, parce qu'on n'en parle pas beaucoup. Comme pour l'interview de Mathilde Rouxel, vous pouvez retrouver on va dire la version longue en intégralité le 14 novembre prochain. On reste toujours sur l'engiron du Festival du film franco-arabe. On va revenir avec nos chroniqueurs sur leur expérience autour des 6 courts-métrages de la sélection du festival. Je sais que vous deux, vous en avez regardé 6, dans le but, clairement, de décerner les prix jeunes ambassadeurs et ambassadrices lors de la clôture du festival qui va se dérouler le 16 novembre prochain. Alors, sans trop dire les films, quelles ont été votre sensation sur l'ensemble de la sélection ? Alors, mon ressenti sur la sélection, tout d'abord, les 6 films dans la globalité, franchement, c'est des bons films. Franchement, c'était agréable à visionner. On a fait plusieurs votes à main levée pour les films dont on se verrait décerner le prix Jeunes Ambassadeurs. Et pour moi, c'était une bonne ambiance. On a pu discuter, débattre. Chacun a pu donner son avis sur les films qu'il a ou non choisis. Et à la fin, pour du coup choisir le film auquel décerner le prix Jeune Ambassadeur, je trouve que ça a été fait plutôt de manière... c'était plutôt fluide, en fait. On était plus ou moins du même avis. Et je pense qu'il n'y a pas trop eu de déçus, en tout cas de ce que j'ai pu voir. Donc voilà. Valentin ? Moi, c'était pas la première fois que j'étais membre d'un jury de festival, pas pour ce festival-là. C'est toujours une expérience un petit peu particulière et très enrichissante, parce que c'est pour le festival du film franco-arabe. Là, on avait une vraie sélection très qualitative de tous les genres. On avait du documentaire, de la fiction, de l'expérimental. Et je dois dire que je suis quand même assez impressionné par la qualité de ce qu'on a vu. Et ça contraste un peu avec d'autres expériences où j'étais jury du festival, notamment sur la sélection, comment on a délibéré sur les films. Là, vraiment, il y a eu de vrais bons échanges. Et avant, sur un autre festival que je ne nommerai pas, où là, disons que les films n'étaient pas terribles, et en plus, c'est un truc assez connu quand même. Et je vois, on a partagé un film commun ensemble. Waouh! Juste waouh! Alors, c'était pas ce festival-là que je parlais, mais un autre festival où la sélection n'était pas terrible. Et pour le coup, là, c'était vraiment juste le choix du jury qui faisait que c'était particulier, le gagnant. Mais là, je suis très content du film qu'on a poussé. Et vraiment, je vous invite très fortement à venir le voir en salle et voir aussi tous les autres qui sont très très bons. Merci à vous tous, merci à tous les deux. Si vous avez été intéressé par les films qui ont été évoqués par nos chroniqueurs et par notre chroniqueuse, vous pouvez les retrouver à 18h le 16 novembre pour la remise des prix Jeunes Ambassadeurs et Ambassadrices pour le Festival du film franco-arabe. Tu parles là? Oh, c'est à moi que tu parles. Les mecs, c'est à moi qui parle. C'est à moi qui parle, putain. On passe maintenant, on va dire, au dur du dur, l'actualité cinéma. Qui a vu quoi? Alors moi, c'était ce dimanche dernier, je suis partie au Grand Rex pour voir Chien 51.
Ah. Alors personnellement, moi, c'est un film. Mais en fait, j'ai kiffé le film, franchement. J'y suis partie, j'ai vu que c'était sorti, j'ai pas regardé la bande-annonce, j'ai pas lu le synopsis, donc je suis vraiment venue en film surprise. Et franchement, j'ai été surprise. En fait, ce qui m'a surprise, c'était comment on dit, on dit CGI? CGI. Oui, CGI. Le CGI, en fait, je m'attendais pas à ça, genre du film. Et après, du coup, ça m'a fait réfléchir au nom. J'ai compris le nom. Et c'est vraiment le CGI qui m'a surprise, mais j'ai aimé l'histoire, le fil conducteur, les acteurs, même si on les voit tout le temps. Les acteurs, voilà quoi. Moi, j'ai aimé le film. Après, bon, je sais que c'est pas un avis qui est partagé ici, mais Disons que tu es un peu minoritaire, on va dire. c'est ça. Mais j'ai kiffé le film. Je tiens à rappeler que il faut dire aussi que c'est fait par Cédric Jiménez qui a fait Novembre et le bien fameux Bac Nord qui est plus que clivant, on va dire. Valentin. Alors, pour rebondir sur Chien 51, moi j'ai l'impression que Cédric Jiménez, il s'est un peu enfermé dans son film de rythmé, tu vois, genre il arrive pas à sortir du truc. Je veux que mon film il aille vite et tout, et que je raconte un truc de police. Mais là, c'était vraiment cliché de ouf. J'en pouvais plus. Puis je trouve que le côté science-fiction là, il est vraiment pas très poussé. C'est cheap en fait, c'est giga cheap, et moi je trouve que les acteurs ils jouent trop mal. Et est-ce que tu as l'impression que Jiménez a vu beaucoup trop de fois les films de science-fiction et qui a dit je vais faire un film à référence dans ce film-là? Je sais pas s'il a vu de la science-fiction, moi j'ai plus l'impression qu'il a vu des films policiers. Ok, mise au point, c'est clair. Et tiens d'ailleurs, qu'est-ce que tu as vu ces derniers jours? Alors moi du coup, qu'est-ce que j'ai vu ces derniers jours, ou plutôt depuis l'épisode précédent? Alors cet été, je suis allé voir Substitution Bring Your Back de Michael et Danny Philippou, qui était un petit peu la seconde proposition horrifique de l'été, à côté de Weapons, qui j'ai trouvé tout à fait ok, mais... C'était un peu le Barbenheimer de l'horreur. Hein. C'était, Ouais. Moi, je dois avouer que les deux se valent autant. Non, moi pour tout dire... Pour raconter l'histoire aux auditeurs, vas-y. Pour tout dire, Weapon, j'ai trouvé que c'était un bon film, mais qui ne méritait pas d'être aussi coté sur les réseaux, et que Substitution était vraiment un film qui était gore et qui allait jusqu'au bout de son concept, c'est-à-dire que il veut te dégoûter, mais il va te dégoûter de toutes les manières possibles. Et les effets sont super bien faits, et je trouve que l'histoire qu'il raconte à côté arrive à surpasser le côté gore qui peut en rebuter certains. Pour rappel, l'histoire de Substitution Bring Your Back, c'est l'histoire d'une sœur et d'une frère qui sont adoptés et qui, suite à la mort du père, côté fils, ils vont se retrouver sur une autre famille d'accueil et vers une psychiatre un peu bizarre, sans tout pouvoir dire, sans pouvoir spoiler, qui fait des trucs tout aussi bizarres. C'est, on peut dire, le bon film à twist. Il y en a de très mauvais, mais celui-là est vraiment bien géré au niveau de la tension. Sur Weapons, là, il peut y avoir matière à débat, puisque j'ai reçu comme un camion qui vit à 150, hein, tellement le montage, je pense, mais aussi les effets horrifiques, c'est la fin, putain, elle est violente. Hein. Pour rappel, Weapons, c'est l'histoire d'une classe entière qui disparaît sans laisser de traces, à l'exception d'un enfant. Et on va suivre une structure, genre plusieurs points de vue, un peu à la Rashomon de Kurosawa, c'est-à-dire plusieurs points de vue autour de l'histoire. Allez-y, vraiment, je sais qu'il y a eu un succès, mais il y a Josh Brolin, il y a Julia Garner, il y a tout un tas d'interprètes plus ou moins chouettes. Alors, beaucoup de films pourraient être intéressants, mais s'il y en a un qui sort du lot, je peux vous conseiller The Chronology of Water, premier film de Kristen Stewart. Alors, premier film, on peut être un peu fébrile, on se dire est-ce que ça va marcher ou pas, surtout pour une actrice mondialement connue, très bonne interprète, pas que de Twilight. Et je dois vous dire une seule chose, foncez le voir, c'est un excellent film. Alors, sur un sujet extrêmement difficile sur l'inceste, donc voilà, c'est pas vraiment le sujet joyeux par excellence, mais pour un premier film autour de ça, c'est quand même très osé. Il y a beaucoup de talent autour du montage et du sound design. Vraiment, on a l'impression d'être plongé dans une peinture.
et vraiment d'être eux-mêmes, nous-mêmes les couleurs. C'est quand même vraiment, vraiment très stimulant. Les acteurs et les actrices sont tous super. Je vous conseille notamment Imogen Poots, très bonne actrice qu'on emploie un peu moins et c'est bien dommage, qui fait une prestation vraiment assez démentielle. Pour rappel, l'histoire, c'est les mémoires d'une nageuse, j'ai oublié le nom, je m'en excuse, d'une nageuse olympique qui a subi des violences de la part de son père et qui va trouver une thérapie excellente qui est l'écriture. Voilà. Je ne veux pas vous en dire plus. Regardez-le, il est très 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 bien. Alors moi, mon film préféré de 2025 que j'ai vu au cinéma, c'était Sinners de Ryan Coogler, qui m'a fait très plaisir, ça m'a fait beaucoup de bien de voir un film comme ça qui mélange plein de genres, où il y a de l'horreur, il y a plein de choses. Il y a plein de choses, c'est un film musical aussi. Et il y a plein de choses qu'on peut dire autour de ce film, en termes de qualité, il y a beaucoup de choses à dire. Mais je trouve que il nous permet d'avoir un débat très très intéressant autour de toutes les questions d'appropriation culturelle et comment elles sont des métaphores en fait qui sont utilisées dans ce film-là pour parler de l'appropriation culturelle. Et si vous l'avez vu, il y a une scène vraiment qui mérite trop le coup, qui fait trop du bien à voir, qui vaut qui est magnifique, qui mélange beaucoup de danse, de chant, un rapport aux ancêtres du coup qui est très joliment montré, je trouve, et en musique et tout. Et voilà, je vous conseille vraiment. Du coup, c'est de Ryan Coogler. C'est le réalisateur qui a fait Black Panther aussi. Voilà. Sinon, il faudrait presque oublier Black Panther. Hein. Quand même pas. Mais non, vraiment pas. Mais ils sont trop différents pour être comparés. Valentin, tu avais une autre reco aussi ? Alors, pas une reco, mais je voulais vous parler d'un petit sujet d'actualité, ou plutôt qui a fait légèrement l'actualité pendant l'été. Vous avez peut-être marqué qu'il faisait très très chaud. Et sans blague. Oui, et alors ça tombe bien parce que le LFI avait fait une proposition de loi que je trouve très intéressante, qui était en fait les jours de canicule, les espaces avec l'air conditionné ou la réfrigération pouvaient être gratuits. Et ça incluait les cinémas. Et moi, je trouve que c'est une proposition qui aurait dû être poussée un peu plus loin et qu'on aurait peut-être même dû rendre gratuit uniquement les films un peu plus faibles pour pousser un peu plus à la curiosité et pour que les gens puissent se dire tout simplement « Ah, il fait chaud, putain, bah tiens, je vais aller au cinéma. Ah bah, ce film-là, qui d'habitude ne ferait peut-être pas de spectateur, là, les gens n'auraient pas leur porte-monnaie peut-être à mettre en jeu et juste leur temps. » C'est politique et culturel. Voilà, on peut faire le pont entre les deux, c'est déjà pas mal. Johanna ? Moi, c'était juste pour rebondir sur Sinners, parce que j'avais oublié que je l'avais vu. Pareil, c'est un film, j'avais pas lu le synopsis et j'avais pas regardé la bande-annonce. Alors moi, j'ai vraiment été surprise quand l'horreur est arrivée. C'est vraiment le moment qui m'a vraiment surpris dans le film. Et je suis vraiment d'accord, c'est un film vraiment où... en fait, ça fait du bien d'entendre et de voir à l'image ce genre de sujet. Moi, j'avais vu l'affiche, j'avais vu Michael B. Jordan. Donc, je suis partie voir le film, évidemment. Et pareil, je vous recommande d'aller voir ce film. Pareil, c'est encore des sujets importants à voir représentés à l'image. Merci pour toute cette reco. Moi, de mon côté, pour une recommandation culturelle, je vous conseille tout simplement d'écouter l'album de Mid, excellent artiste électronique français, comme on en fait depuis longtemps avec la French Touch. Voilà. C'est tout pour nous, en tout cas. Je vais passer le micro à Gaëtan et Robin pour toute l'actualité Cinéma 93. Robin, on t'écoute. Eh bien, merci beaucoup Valentin. Donc, je suis effectivement accompagné de Gaëtan des Engraineurs et pour la deuxième fois, on a créé un événement qui aura lieu le samedi, non pas le dimanche, ne venez pas le dimanche, le samedi 8 novembre prochain au Centre culturel Nelson Mandela de Pantin, donc dans le quartier des Courtillères où est installée l'association Les Engraineurs. Et donc, on a tout un programme à vous présenter pour cette fête qu'on a appelée Mandela fait son cinéma. Gaëtan, je te laisse présenter les grandes étapes de cette journée, peut-être. Oui, bonjour à tout le monde. Alors du coup, cet après-midi-là, à partir de 14h, on va vous proposer des ateliers de pratique amateur, donc un atelier de montage, un atelier d'analyse filmique. Il y aura également dans le hall du centre culturel une exposition qui s'appelle Les Reflets Dionysiens et c'est de la récolte de paroles de jeunes qui habitent dans les Courtillères.
Ensuite, l'après-midi, entre 17h et 18h, on vous proposera un programme de projection de courts-métrages sélectionnés par les Engraineurs et Cinéma 93. Et la séance est en partenariat avec les ateliers Médicis et la Cinémathèque idéale des banlieues du monde. On fera le détail tout à l'heure de la séance, si vous voulez. Ah, si tu veux, je peux. Est-ce que tu veux que je te le dise Allez, on est dans la foulée. Donc, la séance est assez riche et assez variée. Elle va commencer par 3 courts-métrages. Oui, 3 courts-métrages proposés et réalisés par les Engraineurs. Et si c'était toi, qui a été fait avec le Labo des Histoires et le Conseil des Jeunes Pantinois. Je ne sais pas si Gaëtan, tu voudras en dire plus un peu sur ces 3 films. Il y a Turneuf aussi, qui est une fiction réalisée par les membres du Ciné-Club du collège Myriam Makeba d'Aubervilliers, et Pépé dans les blés, que vous avez, il me semble, achevé il y a vraiment peu de temps. Ça sera un film inédit, c'est la première mondiale, donc vous avez intérêt à venir très nombreux. Je ne sais pas si tu veux en dire un peu plus sur ce court-métrage. Pépé dans les blés, donc c'est un film qui a été réalisé dans le cadre d'un stage qu'on a fait cet été à Mitry-Mory avec plusieurs jeunes, et c'est un voyage temporel d'une jeune fille dans les années 60, voilà, qui va aider son grand-père. Très bien, et après la séance s'achèvera par 2 courts-métrages d'un cru très local, car il y aura d'abord un court-métrage Habiter 4 chemins, qui est un film de Mathilde Jovin, fait dans le cadre d'une série de films Mémotopie, qui est une web-série documentaire coordonnée par Est Ensemble, la communauté de communes Est Ensemble, qui en fait cherche à faire un court-métrage faisant le portrait des habitants et de tous les quartiers d'Est Ensemble. Et on trouvait bien de montrer un de ceux qui concerne 4 chemins, qui est juste à côté finalement des Courtillères. Et enfin, on achèvera cette séance de court-métrage par Tout l'or du monde de Nadia Boudaoud, qui est un court-métrage qui a été soutenu par l'aide au film court du département de la Seine-Saint-Denis, qui, je rappelle, est une aide à la post-production coordonnée par l'association Cinéma 93. Et il s'avère que Nadia sera parmi nous, puisque c'est une habitante des Courtillères, et voilà, elle est même depuis longtemps liée à ce territoire. Et aux Engraineurs aussi, c'est une des premières engraineuses avec son frère Mourad. Et donc, on aura la chance de pouvoir échanger avec elle sur son travail de réalisatrice et justement de co-scénariste avec son frère qui sera également présent. Et aussi, on aura sans doute la visite d'autres personnes de Nouvelle Toile, qui est la société de production basée à Aubervilliers, qu'on connaît bien et qui est déjà venue présenter des films lors du Ciné-Club des Engraineurs. Et la discussion pourra se poursuivre après la séance à partir de 18h autour d'un pot dans le hall de Mandela, de 18h à 19h30, avant la séance du soir de 19h30, qui est le long-métrage Grand Paris, réalisé par Martin Jova, qui est un film qu'on a déjà accompagné au moment de sa sortie, mais qu'on propose de revoir, et surtout pour ceux qui ne l'ont pas vu, car c'est une très belle comédie qui a été en partie tournée dans le 93 et une partie dans le 77, mais surtout en fait dans le réseau de RER et de bus francilien, et je pense qu'on est nombreux à s'y être perdus ou à avoir malheureusement attendu sans fin des bus et des RER qui ne passaient pas. Et le film raconte cette errance dans ce territoire de la banlieue parisienne du point de vue de 2 jeunes hommes qui tombent sur un objet assez mystérieux et font de belles rencontres toute la nuit jusqu'à ce qu'il se passe des choses assez inattendues. Je n'ai pas envie de vous spoiler le film, mais je pense que c'est un bon moyen de passer un bon moment en famille. C'est un film très drôle et en plus qui a l'avantage d'être très efficace et très court, ce qui nous permet derrière dans la foulée de faire une séance ciné-gaming après le long métrage. Donc si vous voulez jouer aux jeux vidéo sur grand écran, on anime une session de jeux vidéo à partager à plusieurs. Et je tiens à noter que toute la journée, donc les ateliers, le pot, la séance de 17h est gratuite, hormis la séance de 19h30, mais qui est au tarif unique de 4 €. Donc vous pouvez passer une journée entière avec énormément d'animation pour 4 € seulement. Donc voilà, il faut venir, il faut le communiquer autour de vous. Je ne sais pas si Gaëtan, qu'est-ce qu'on peut dire de plus pour convaincre les personnes de se joindre à nous ? On venait, on va s'amuser, on va apprendre des choses et on va voir des bons films. Ah, peut-être une chose, c'est qu'en plus, vous pourrez même donner votre avis, car on installe un vidéomaton qui est un objet peu banal dans le hall du cinéma, qui permet de recueillir votre parole et vos avis. Voilà, vous pourrez dire ce que vous avez pensé de cette journée, à quel point vous aimez, vous adorez Cinéma 93 et les Engraineurs et tout ce qu'on propose. Valentin, toi qui as été notre animateur de cette émission, je te repasse la parole pour conclure peut-être le podcast du jour.
Oui, je vous conseille d'aller pour le Mandala fait son cinéma. C'est économique et on mange bien. Eh ben, merci à toi ou à vous, chers auditeurs et auditrices, d'avoir écouté cet épisode. Merci de toute l'équipe. Valentin, Johanna, ainsi que toutes les personnes issues des Engreneurs. C'était toujours un plaisir de vous écouter. Merci à Robin, notre grand patron, et ainsi qu'à Gaëtan, qui est aussi à la technique, aussi, c'est seul. Que dire d'autre de plus? Vraiment, sincèrement, merci de nous avoir écoutés. Et au mois prochain, ou à une prochaine, pour notre nouvel épisode. Pour le sujet, on ne sait pas, mais en tout cas, on sera là. Au revoir.